Hier, dans ta conférence, tu as parlé de l'explosion de l'ufologie française. Oui, Et ça m'a pas mal interloqué. Donc j'aimerais bien que tu développes, si tu veux, cet aspect-là des choses. oui. Alors, bon, historiquement, l'ufologie se construit dans les années 60 avec des réseaux qui deviennent de plus en plus efficaces, où on commence à faire preuve d'un peu de méthodologie, de construire des fichiers, d'essayer de faire des statistiques, etc. Et cette montée en puissance de la structuration de l'ufologie française va aboutir dans la décennie dorée, c'est-à-dire 70-80, à une ufologie française qui est quand même ce qui se fait de mieux au monde. Hein. Je ne veux pas être trop cocardier, mais j'ai coutume de dire que presque tout ce que l'on sait aujourd'hui de ce phénomène a été conçu dans les années 70-80 pour l'ufologie française. Parce qu'il y avait des esprits brillants et puis que ça tournait. Pour donner un ordre d'idée, il y avait à peu près quatre associations par département. Oui, c'était énorme. Ce qui faisait près de 400, entre 4 et 500 associations sur l'ensemble du territoire. Tous ces gens-là étaient sur le terrain, Internet n'existait pas, et quand ils avaient une affaire intéressante, d'ailleurs ils cherchaient par tous les moyens les uns les autres à se piquer les affaires, mais ça remontait sur des revues nationales dont la plus connue était Lumière dans la nuit, mais il n'y avait pas que Lumière dans la nuit, il y avait la revue de René Fouéré, hein, Qui était excellente. qui était peut-être une taille au-dessus sur le plan cerveau, enfin bon, c'est... Voilà. Donc ça remontait là. Il y avait Uranus qui était un peu sur la fin déjà. Oui, c'était déjà sur la fin. Donc ça tournait. Et il y avait une unanimité, enfin il y avait déjà des idées divergentes sur la question, mais il y avait quand même une sorte d'unité relative qui était que bon, on était face à un phénomène qui était matériel, qui se produisait de temps en temps, qu'il fallait le faire reconnaître par la science, qu'il fallait travailler dans ce sens-là, etc., etc. Alors, cette décennie dorée, elle est dorée pourquoi? Parce qu'on n'a jamais assisté à autant de cas, surtout rapprochés, que durant cette décennie. Pour donner une référence, 1976, on est à 600 notifications de RR3 mondiales. Alors on est péniblement à une centaine, un peu plus aujourd'hui, et quand tu regardes dans le détail, c'est la catastrophe. Bon. La catastrophe partout. Ah oui, parce qu'il y a tout et n'importe quoi sauf des RR3 là-dedans. Il y a tout ce qu'on veut. Donc, on est au sommet, si tu veux, de ce que j'appelle la troisième phase, la phase de renforcement. Voilà. Mais il y a un revers de la médaille qu'on n'a pas vu sur le coup, qui est que ces myriades de cas ont nécessairement amené de l'information. Le grand avantage d'une RR3, c'est qu'elle est vectrice d'information. Et à partir des années 70, 71, a commencé donc à déferler de l'information qui arrivait en rafale, comme ça. Et cette information était extrêmement déstabilisante pour le milieu. Parce que c'est là que commencent à apparaître des cas où des témoins voient l'OVNI changer de forme devant eux, des OVNI apparaître et disparaître sur place, des entités lumineuses qui s'éteignent et qui apparaissent sur place et qui disparaissent aussi, tout un tas de caractéristiques, pas de caractéristiques justement, d'anomalies, ce qu'on peut appeler des anomalies étranges, comme on commence à prendre conscience de l'effet vitrine, on commence à prendre conscience de ce qu'on appelle l'effet cathédrale, même si ce sont des cas très limités, hein, attention. Bon, tout ça arrive en rafale et surtout, on commence à prendre conscience qu'il y a ce qu'on a appelé à l'époque un lien psychique entre le témoin et le phénomène. Sauf que ce lien n'est pas du tout facile à conceptualiser. Il n'existe aucune théorie autre que réductrice, et il n'est pas facile à conceptualiser au sens où il y aurait une ou deux lignes directrices, ce serait toujours les mêmes choses. Bon, ce serait plus facile. Mais là, c'est multiforme et sous-jacent à l'ensemble du phénomène. Et c'est l'introduction de ce lien psychique, comme on l'a appelé à l'époque, ou mimétique des fois, mais ensuite on parlera de lien psychique, qui littéralement a fait exploser l'ufologie française. Parce que, d'abord, il n'y avait aucun cadre conceptuel pour recevoir ça, et ensuite, ça a facilité l'explosion de courants prenant en compte la chose, de courants s'y opposant formellement, de courants intermédiaires, de courants choisissant d'autres voies. Ces gens-là, vu le niveau d'agressivité qu'on trouve dans ce milieu, comme dans bien d'autres, hein, comme dans tous les milieux, ça a fini dans une sorte de guerre de religion où tous les coups étaient permis, hein, et où les affrontements, la plupart du temps par texte interposé, étaient de plus en plus violents.
Et à la fin des années 70, donc vers 80, certains ufologues ont quitté carrément le milieu et ont même écrit des livres contre l'ufologie. Hein, l'exemple le plus connu, on le connaît très bien. Hein. Je l'ai rencontré d'ailleurs à Paris 2 semaines avant la sortie de son premier livre. La personne dont on parle, qui n'était pas n'importe qui, parce que c'était le responsable de réseau faux, de Lumière dans la nuit, c'est-à-dire c'est lui qui gérait ce qu'on appelait des veillées nationales et tout le système d'observation du ciel à l'époque. Et qu'est-ce qui peut expliquer un tel revirement soudain, basculement? C'est-à-dire que de tradition, c'était quelqu'un d'assez rationalisant, qui était essentiellement focalisé sur l'observation du ciel. Oui. Et donc, lui a constaté que sur la cinquantaine de veillées qu'on a fait dans la décennie, on n'avait rien observé. Et que le réseau, tu sais, on produisait à l'époque des petits appareils censés donner l'alerte en cas de variation du champ magnétique local. Donc, ça n'avait pas donné grand-chose non plus, il faut reconnaître. Et donc, lui s'est dit, tout ça, la science a peut-être raison, c'est un ensemble de confusions sur une forme mythologique. Il faut toujours rappeler que l'ufologie, à 97%, elle repose sur du témoignage humain. Et que la science ne veut pas entendre parler du témoignage humain, elle le considère comme non fiable. D'ailleurs, elle a mis très tôt en place un modèle redoutable, qui est le modèle confusionnel. Donc, tout est toujours réductible à une explication triviale. Le rasoir d'Occam. C'est le fameux rasoir d'Occam, le principe d'économie en épistémologie, bien entendu. Donc, tout ça a joué pour certaines personnes qui ont basculé intellectuellement dans leur vision, elles ont basculé. Et au lieu de prendre un recul un petit peu sage, disons, par rapport à tout ça, pour peut-être l'analyser autrement, elles ont basculé directement de l'autre côté et sont devenus des détracteurs acharnés du phénomène ovni. Plus tu aimes, plus tu détestes. C'est ça, on va d'un extrême à l'autre. Et ils étaient d'autant plus redoutables qu'ils connaissaient le milieu de l'intérieur et le dessous des cartes, en quelque sorte. Voilà. Et c'est arrivé à un moment où ce n'était plus vivable, et ça a littéralement explosé à la fin des années 70, au début des années 80, disons. Certains livres sont sortis aussi qui ont pris d'autres formes. Je pense au livre de Bertrand Meeus qui a fait pas mal de dégâts, même si c'était pas du tout son intention. Non, je pense pas. Non, pas du tout. Mais Science-Fiction et Soucoupe volante a fait pas mal de dégâts. Il a montré que les choses n'étaient pas si simples. Moi, j'ai assisté à des réunions. Soucoupe volante aussi, oui, par la suite, ça c'est dans les années 80. Oui. Alors, moi j'ai assisté à des réunions où quelques ufologues un peu lucides ont dit ça paraît quand même plus compliqué que ce qu'on avait pensé au départ. Faut-il s'en étonner? Faut-il s'en étonner? Bon, et il faudrait essayer de mettre en place une hypothèse HET, donc hypothèse extraterrestre, mais de niveau 2, c'est-à-dire qui prenne en compte l'incommensurabilité possible de ce phénomène. Il y en a un autre qui a répondu, c'est super comme idée, c'est bien les gars, mais vous y mettez quoi là-dedans? Puisqu'on est au bord de l'horizon anthropologique, là. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Bon, et l'idée a perduré, mais il n'y a pas eu vraiment de suite, parce qu'on ne pouvait pas, tout simplement. Face à l'hostilité des systèmes et l'incapacité à produire des théories capables d'expliquer tout ça, eh bien l'ufologie française a volé en éclats. Et l'autorité intellectuelle de Jacques Vallée n'aurait pas pu calmer le jeu, remettre les choses bien. Elle aurait pu, mais d'abord Jacques Vallée était extrêmement contesté par certains tenants des hypothèses Tollet-Boulon, qui remontaient aux années 40, 50, voilà, qui voyaient dans les ovnis des engins comme nous avions, nos fusées, avec un petit peu de technologie un peu supérieure, mais sans plus, quoi, voilà. Donc il ne reconnaissait pas du tout Vallée. Vallée était aux États-Unis aussi. Et je pense pas qu'il était au-dessus de ça. Il était au-dessus de ça, et je ne pense pas qu'il ait eu envie de prendre ça en main. Aurait-il pu oui, ça aurait peut-être voilà. pas grand-chose. À noter une intervention il y en a un qui a vu venir la menace, c'est Pierre Guérin. Oui. Il y a un article qui est resté célèbre dans un Lumière dans la nuit qui doit dater de 76 ou quelque chose comme ça, où Pierre Guérin dit oui, ce lien psychique, il faut faire attention. Et alors c'est très amusant rétroactivement parce qu'il propose une hypothèse purement matérialiste en explication. En gros, il dit voilà, on sait que l'OVNI émet des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des choses comme ça, et on sait que ces ondes perturbent le cerveau humain. Donc, tout témoin qui se voit approcher de près par un OVNI a son cerveau perturbé par les ondes de l'OVNI. Et il voit n'importe quoi.
et il voit n'importe quoi. C'est-à-dire, Pierre Guérin dit son témoignage est un mélange de réalité, ce qui sauvegarde l'OVNI, et un mélange comment dire, de remontée onirique venue de l'inconscient, éventuellement, tu vois. Ouais. Alors, évidemment, enfin, sur le coup, on n'a pas fait attention, mais il faut quand même comprendre que il faut pas oublier des statistiques. Dans les RR3, par exemple, et dans les rencontres rapprochées, il y a toujours au minimum un tiers de témoins multiples. Si cette thèse était vraie, tous ces témoins multiples devraient voir quelque chose, un substrat identique peut-être, mais quelque chose de différent chacun. Or, ce n'est pas le cas. Bon. On a vu aussi dans des cas où il y avait 2 témoins, un a été, c'est celui que j'ai cité hier, il y en avait un qui s'est mis au sol, à genoux, et l'autre qui est resté debout. Celui qui est resté debout, qui a épaulé le fusil, a été touché, et pas l'autre qui était juste à côté, qui aurait dû l'être aussi. Donc, comment dire, cette théorie très matérialiste, mais il faut bien se remettre dans l'époque. Par exemple, à l'époque, on ne parle pas de physique quantique, très peu. C'est des choses... Il y a un certain Costin de Beauregard qui en parle un peu, mais même dans le milieu, il est mis à part, et puis il n'est pas toujours compréhensible. Il n'est pas toujours compréhensible. Voilà. Donc on en parle. Aujourd'hui, c'est le quantique est à toutes les sauces. Oui, c'est n'importe quoi. C'est même du n'importe quoi. Vous trouvez l'eau quantique à pompe, enfin vous trouvez n'importe quoi. Bon. Mais à l'époque, on n'en parle pas du tout. Donc il n'y a pas de théorie susceptible d'essayer d'encadrer ça. Et c'est ce qui a fait voler l'ufologie française. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y avait quand même de grands esprits dedans. Voilà. Ils ont été noyés, ces grands esprits, ou ils ont oui, je crois que chacun a poursuivi un petit peu de son côté, exemple Bertrand Meheust, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Certains sont devenus des sceptiques. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais après ils sont un peu revenus, ils sont toujours un peu à la marge, comme le phénomène finalement. C'est assez amusant. Sur le plan de l'histoire des idées, c'est assez amusant. Malheureusement, il n'existe pas de livre, comme je le dis souvent, il existe à peu près 620 livres en français sur les ovnis. Et à ma connaissance, il n'y en a pas un seul sur l'histoire des idées. Je ne parle pas d'épistémologie, puisque l'ufologie n'est pas une science, mais on peut parler d'histoire des idées. Or, un livre sur l'histoire des idées... C'est un gros travail à faire. C'est un énorme travail à faire. À mon avis, c'est un travail pluridisciplinaire. Et un livre comme ça pourrait, pour les nouveaux ufologues, leur montrer tout le processus de parcours, les idées qui ont abouti à des impasses et pourquoi, et qui reprennent aujourd'hui sans savoir qu'elles ont existé, ces idées, que ces directions de recherche ont existé, etc. Tout ça est... Enfin, c'est un domaine qui est en friche, malheureusement, et c'est très très dommage, oui. Et l'ufologie contemporaine, avant que je te pose une question sur Pierre Guérin, Pierre Guérin, la mort de Pierre Guérin, il y a eu beaucoup de choses dites sur sa mort mystérieuse, si j'ai bonne mémoire. Alors, j'ai pas particulièrement de renseignements, d'après ce que je sais, il est mort d'une maladie un peu grave. D'accord. Mais non, j'ai jamais entendu dire, mais je sais pas tout. Non, mais c'est peut-être moi qui suis mal informé ou qui mauvaise mémoire, et qui confond avec quelqu'un d'autre. Et le devenir de l'ufologie contemporaine? Alors écoute, bon, qu'est-ce qui reste de l'ufologie aujourd'hui? Moi je pense que pour l'instant l'ufologie française ne s'est toujours pas remis de l'explosion du début 80, on va dire. Et puis il y a un élément qui est arrivé là au milieu, c'est Internet et surtout les réseaux sociaux. Et là, ça a été la porte ouverte à tout un tas de délires, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, il y a toujours eu un fort brouillage humain, il est consubstantiel à la naissance de l'ufologie. D'ailleurs, dès que l'ufologie naît sur un plan médiatique en 1947, tu as tout de suite des sectes qui se créent aux États-Unis, mais en Europe aussi. Par exemple, oui, mais lui, c'est les années 70. Moi, je parle des années 47. Adamski, tout de suite, tu le vois arriver. Au début des années 60, tu en as en Italie, avec Eugenio Siragusa. Des sectes, tu en as partout. Alors, évidemment, l'ufologie naissante refuse tout ça, et met là-dedans les contactés, dont elle ne veut pas en entendre parler, et même les RR3, dont au début, parce qu'on fait une vague assimilation aux contactés, c'est vrai que la frontière n'est pas si claire que ça, des fois, quand on regarde bien dans le détail des choses. Donc, cette situation, évidemment, est très très difficile, et aujourd'hui, le brouillage humain, qui est déjà très fort à l'origine, a été multiplié par 100 les réseaux sociaux et Internet, où tu trouves tout et n'importe quoi, et surtout des arnaques d'ailleurs, et des millions de gens y croient. J'ai coutume de dire, la situation est devenue ingérable, au point que le brouillage humain est aujourd'hui quelque chose de plus substantiel plutôt que l'ufologie elle-même. Ce qui fait que quelqu'un qui voudrait faire une analyse
une étude, si tu veux. Prenons n'importe quel thème, c'est pas les thèmes qui manquent en ufologie. Prenons les effets psychosomatiques sur les témoins. Tiens, voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rechercher des listings de cas. Ensuite, tu vas tenter de vérifier un peu ce qui s'est passé, quels effets sur les témoins et tout et tout. Et c'est là que tu vas te heurter au problème. Parce que tu vas chercher à bâtir un échantillonnage fiable, de façon à ce que tes conclusions, ton étude tiennent un peu la route et apportent quelque chose. Et c'est là qu'il y a eu le problème. Moi, j'en ai connu beaucoup qui ont renoncé à cause de ça, parce qu'ils n'arrivent plus à discerner le cas intéressant qui est bien enquêté du brouillage humain qui perturbe tout. Si tu veux, tu as un aspect mythologique dès le départ, effectivement, mais qui englobe la réalité du phénomène. Et l'impossibilité à percer ce rideau mythologique fait que, moi je plains les jeunes qui vont arriver et qui vont vouloir faire de la recherche. Enfin, moi, tous ceux que je connais ont renoncé. Hein. D'ailleurs, il y a un exemple simple. Hein. Cite-moi en France une étude un peu sérieuse et une analyse issue du niveau ufologique dans les 20 dernières années. Que dalle. Que dalle. Donc voilà, la réponse à la question est évidente. Que dalle, mais en parapsychologie, c'est pareil. Oui, mais c'est pareil partout. Alors ceci dit, comme je disais... Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de baratin. Alors il y a l'étude de Fouilly, là, d'Edgar Michel, qui est très critiquée, évidemment, mais il y a quand même 10 scientifiques derrière. Et eux ont réussi à faire quelque chose avec des moyens informatiques puissants, c'est la dimension américaine. Mais on n'est plus dans l'ufologie française, hein, bien sûr, dans cette brillance de l'époque. Hein, Et est-ce qu'une autre ufologie ailleurs a pris le pas et a fait progresser les choses aux États-Unis, en Angleterre? Oh, non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Si une ouverture viendra, le rapport Mitchell est une forme d'ouverture parce que c'est la dimension américaine. Elle est très différente de la nôtre, déjà dans les mentalités. Eux, ils ont mis le paquet, ils ont pris 3200 cas de rencontres, on ne dit même plus simplement rapprochés finalement. On ne peut même plus cataloguer ça de RR1, de RR3, de RR4, ça ne veut rien dire. Bon. Ils ont pris ça, ils ont fait une sélection, ils ont pris leurs responsabilités, c'est bien. Ils n'ont pas voulu de cas où le témoignage arrivait suite à une régression hypnotique. Oui, viré. Tu l'as expliqué dans... Oui, viré. Bon, ils ont pris 3250 cas, ils ont mis des moyens informatiques très puissants, un rapport qui est sorti l'année dernière qui fait plus de 820 pages, et il y a certaines conclusions, des statistiques déjà, qu'on ait une base, et il y a des conclusions qui me paraissent intéressantes. Voilà. Après, c'est une question de moyens, bien sûr, et de mentalité. Je dis souvent que je connais un ou deux ufologues canadiens. Le gars, j'en connais un notamment, le gars, il a mis 8000 $ de sa poche sur une année pour s'acheter du matériel pour faire des enquêtes. Oui, d'accord. Faut le faire. Faut le faire quand même. Et nous, on le ferait pas ici, moi le premier. Nous, on est encore à la boussole, à l'appareil photo, la boussole et un bout de corde de 50 mètres, tu vois, avec un décamètre, voilà, hein, on en est encore là. Avec la tablette, on arrive à mesurer maintenant. Oui. Bon, mais on n'est pas dans la dimension nord-américaine, c'est sûr. Est-ce que ça aboutira à quelque chose? Pas forcément, mais il faut voir. Alors, je reviens à l'ufologie française, parce qu'il y a un personnage qui, moi, m'avait beaucoup marqué, j'étais jeune à l'époque, c'est celui qui a écrit Les ovnis annoncent sur homme, Pierre Biraudy. Ça m'a beaucoup marqué, j'ai toujours pensé que c'était la voie qui allait peut-être permettre une évolution, une compréhension du phénomène. Oui, alors là, tu abordes un problème extrêmement complexe et explosif en ufologie, parce que Pierre Biraudy a été très décrié de son temps et dès la sortie du livre, parce que, évidemment, pour certains ufologues, faire une assimilation entre la parapsychologie et le phénomène ovni, c'est carrément de l'ordre du diable. Hein. Voilà, c'est le crime de lèse-majesté à ne pas commettre. Bon. Alors, qu'en est-il exactement? Tous les ufologues de terrain, je dis bien de terrain, savent parfaitement qu'il y a de nombreuses passerelles et de nombreuses relations entre. Même au niveau des caractéristiques, il y a des relations étonnantes. Étonnantes, c'est pratiquement les mêmes caractéristiques. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la même origine? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Je suis plutôt sur ce positionnement, personnellement, mais c'est vrai que Pierre a été injustement attaqué sans arrêt. Je l'avais croisé une fois brièvement dans un congrès dans la Drôme, et il a été injustement attaqué parce que d'abord sa vision était intéressante, on est en République, on peut penser ce qu'on veut quand même, il y en a qui l'oublient, mais oui, sans se faire insulter, et puis
il avait pensé ces choses parce que c'est ce qu'il avait constaté en gros sur le terrain. Alors après, évidemment, on voit toujours ce qu'on veut voir aussi. C'est-à-dire qu'il recherchait des cas où c'était évident. Bon. Mais dans l'ensemble, son approche était quand même intéressante. Et il y a d'autres facettes de son approche qui sont intéressantes, notamment le fait, c'est un des premiers à avoir pensé à bricoler une bonnette à réseau sur son appareil 24-36 à l'époque. D'ailleurs, il a réussi quand même quelques photos malgré l'élusivité du phénomène, où on a pu voir donc que c'était une forme de plasma, une forme de plasma. C'est le premier qui a eu l'idée aussi d'essayer de prendre un peu d'initiative. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Dans cette histoire... On est statique, on attend. On subit passivement. C'est le phénomène qui a l'initiative, c'est pas nous. Les cas nous arrivent après coup. Dans le meilleur des cas, ça nous arrive le jour même ou le lendemain, mais des fois, ça nous arrive 40 ans après. Donc, on n'a pas l'initiative. Et Pierre Vérudi, fort de cette idée qu'il y avait une relation avec la conscience, il crée, il allait chercher. Il a constitué des groupes pour essayer de provoquer le phénomène, etc. Bon, il n'a pas abouti à grand-chose, à des lumières, à des choses comme ça, mais c'était déjà un début. Alors, il a été hyper critiqué. Moi, je trouve que c'est quand même exagéré tout ça, et ça témoigne d'une intolérance de base. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite à ce travail. Non, il n'y a pas eu de suite à ce niveau-là. Mais quand tu vas faire un peu d'éveillé, tu trouveras toujours des gens qui se réunissent, qui se tiennent la main, qui font des invocations mais c'est le biais conscientiel. Alors ça rend fou de rage certains gifologues. Vous disiez, on mélange tout, et puis surtout, c'est l'argument massu. On n'explique pas quelque chose qu'on ne comprend pas par quelque chose qu'on comprend encore moins. Voilà. Je remarque aussi que les deux disciplines, appelons-les comme ça, sont très parallèles, mais que ceux qui sont dedans considèrent que ce sont des disciplines à part entière et qu'elles n'ont rien à voir avec l'autre. Ça, c'est assez amusant. Alors peut-être. Nous, on ne peut que constater... Je pense que c'est des passerelles. Voilà. Mais ça, c'est sûr, on le constate sans arrêt. Il y a des passerelles. Quand tu dis... si je te dis, oui, le phénomène est à la fois intentionnel et élusif, il est fortement thématique, il est plastique, et il y a un aspect ludique, pour ne pas dire autre chose. D'accord ? Eh ben, quand tu connais bien les rencontres rapprochées, tu pourrais dire, ils viennent parler du phénomène ovni. Pas du tout. C'est un philosophe célèbre qui enseigne en fac d'ailleurs, qui est en anglais je crois, et qui a publié un livre dans lequel il pose les caractéristiques du phénomène de ce qu'on appelle le PSI, le phénomène paranormal. Voilà les caractéristiques. Pas la peine de chercher à comparer au phénomène ovni, c'est pareil. Mais ça ne veut pas dire que ce soit la même origine. Peut-être pareil, mais c'est pas la même chose. Voilà. Il y a un raisonnement simple. Qu'est-ce que c'est que le psy ? C'est une fonction, un état de l'univers, de loi universelle auquel on n'est pas encore parvenu. On peut le voir comme ça, qu'on n'a pas encore appréhendé. Et une intelligence plus évoluée aurait pu l'appréhender, ce message, et pourrait s'en servir. Et à ce moment-là, qui va faire la différence ? Qui est capable aujourd'hui de faire la différence, de dire « Ah oui, ça vient du psy, ça n'a rien à voir, et ça vient d'une source extraterrestre ou exogène. » Bon, personne. C'est une perte de temps que de chercher d'ailleurs. Oui. Donc, ce simple raisonnement devrait conduire à un peu de modération, un peu de nuance et à faire attention. Voilà ma position là-dessus. Et je ne suis pas du tout pour une assimilation entre le phénomène ovni et le paranormal, comme ça a été écrit dernièrement. Tout ça, c'est des fantasmes. Ils sont ouverts. Voilà. Oui, absolument. Très bien. Écoute, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie.